Rachid Temal, on va commencer à regarder dans les unes de la presse régionale. Il y a beaucoup d'Ukraine. Vous allez voir, on commence par la une de Ouest France. Ukraine, l'Europe peut-elle faire sans les États-Unis? C'est la question à la une de Ouest France. Comment faire face, tenir son rang dans le concert des nations et œuvrer pour la paix en Ukraine? Le défi lancé aux alliés de Kiev sera-t-il relevé par les Européens? C'est un autre angle qu'a choisi le Télégramme. Ukraine, le prix de la paix, la volonté exprimée par les pays européens de renforcer leur soutien à l'Ukraine et de se réarmer implique un effort financier et industriel considérable. Et puis la une de la Marseillaise. Après les annonces de Trump sur les droits de douane, la région prête à la fin du libre-échange? C'est la question. Acier, chimie, viticulture, de nombreux secteurs sont concernés par les annonces américaines. Si elles peuvent générer de l'inquiétude, cela pourrait aussi être l'occasion d'enfoncer un coin dans la mondialisation libérale, selon le journal communiste. Quelle une choisissez-vous? Je vais prendre le Télégramme. Sur le prix de la paix? Oui. Est-ce que du coup, on a les moyens d'augmenter nos budgets de la défense? Mais le prix de la paix, c'est d'abord et avant tout, pour commencer, une prise de conscience. Mais j'ai envie de dire, à la fois, bien sûr, des hommes et des femmes politiques, et les débats à l'Assemblée et au Sénat sont nécessaires, mais je crois de la population dans son ensemble. D'ailleurs, quand on a remis ici un rapport sur les ingérences étrangères malveillantes, on l'avait appelé « il faut la mobilisation de toute la nation ». Parce que, encore une fois, je pense que notre problème aujourd'hui que nous avons dans notre pays, mais dans toute l'Europe, c'est qu'on pense que la parenthèse heureuse, entre guillemets, de 1945 à aujourd'hui, on n'a pas compris qu'elle était finie. Cette parenthèse heureuse, c'est de croire que le dialogue, le multilatéralisme permet de régler les choses. Et c'est vrai, c'était vrai. Avant, notre monde, et demain, malheureusement, c'est les États, les empires puissances. Et donc, dorénavant, c'est la puissance qui parle les uns contre les autres, puissance régionale, puissance mondiale. Et donc, notre problème à nous, c'est que de prendre conscience de ce nouveau monde-là et de faire en sorte que la France, avec l'Europe, doit devenir une puissance qui doit s'assumer, une puissance, bien sûr, économique, mais aussi militaire, mais aussi diplomatique, et donc faire en sorte que derrière cela, avant même un coût financier, il y a cette prise de conscience. Dire la guerre, elle existe déjà. La guerre hybride, elle existe déjà. Il y a la guerre, bien sûr, en Ukraine, sur le continent européen, mais comme on l'a démontré dans ce rapport-là, la guerre aujourd'hui, on l'a subie par des États sur des guerres informationnelles. Donc tout pour cela, mener cette guerre, il faut augmenter les budgets de la défense. Emmanuel Macron parle de 3,5% du PIB. Là aussi, ne tombons pas dans les totems. Il y a une prise de conscience. Dans la prise de conscience, notamment le fait que, par exemple, est-ce que tout au long de sa vie, on n'a aucune formation militaire ? Quand on est citoyen, c'est une vraie question. Vous voyez, il n'y a pas que l'aspect monétaire. Il y a l'aspect monétaire, parce que c'est là-dessus que vous voulez aller. Je vous réponds là-dessus. À La Haye, au mois de juin prochain, il y a un sommet de l'OTAN. Et la question qui sera posée à tous les alliés, globalement, c'est est-ce qu'on monte à 3, 3,5 ? L'administration Trump parfois parle de 5, mais à peu près. Moi, je crois que c'est même pas discutable. Je crois que c'est nécessaire et vital. C'est vital. Donc oui, il faudra le faire. Alors, on va me dire, oui, mais pourquoi faire, comment, etc. On va rentrer dans ce débat-là. On va surtout vous dire comment on trouve les dizaines de milliards. Est-ce que ça implique une remise en cause de notre modèle social? Non, mais là aussi, attendez. Vous savez, comment il s'appelle, Churchill, pendant la guerre, on lui disait, ouais, dans le budget, quand même, la culture. Et dit, mais si on garde pas la culture, pourquoi nous battons-nous contre le nazisme? C'est-à-dire, si notre modèle social, qui est une grande avancée dans l'Union européenne, dans la modernité du progrès, comme les politiques culturelles ou autres, si on les bazarde, pourquoi voulez-vous qu'on se défende notre modèle? On les trouve alors, les 40, 50 milliards? Il y a d'abord des possibilités, il y a de l'emprunt possible au niveau européen, en français. Nous proposons, les socialistes, par exemple, un livret défense souveraineté qui a un double avantage. C'est les Français, bien sûr, ont de la recette de l'épargne, et ça finance, mais aussi, c'est une prise des consciences par les Français de la nécessité de mettre de l'argent de côté pour notre industrie de défense, pour améliorer notre sécurité en France et sur le continent européen. Donc c'est pour ça que j'en appelle à la prise de conscience. Et aussi faire en sorte que, par exemple, au niveau du traité de Maastricht et les 3%, on sorte les dépenses militaires. Par exemple, vous voyez, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler. Mais avant même cela, je l'ai dit, prise de conscience de la société. Je le dis également, nous avons demandé, nous les socialistes, je l'ai demandé au nom de mon groupe, pendant les débats sur le budget sur la défense, qu'on réactualise la revue nationale stratégique, qui est la pierre angulaire de notre réflexion pour ensuite créer la loi de programmation militaire. 2 jours après, le président et le ministre ont donné leur accord. Aujourd'hui, au Sénat, nous travaillons au sein de la commission, je suis co-rapporteur avec Étienne Blanc du groupe qui bosse dessus, sur cette réactualisation de la revue nationale stratégique. Voilà, c'est comme ça qu'on commence concrètement.
Je sais qu'en ce moment, je vois des tribunes, il y a qu'à Faucon, sur les Américains, avec les Américains, patati. Ok, alors, moi je suis réalo et je suis pragmatique. On va parler des Américains, puisque l'information de cette nuit, c'est que les États-Unis ont annoncé suspendre leur aide militaire à l'Ukraine. Est-ce qu'on est dans un tournant dans cette guerre? Est-ce que l'Ukraine peut faire sans l'aide militaire des États-Unis? Alors là aussi, le tournant américain, et ça fait des années. D'abord, les Américains reviennent à ce qu'ils ont toujours été. Leur ADN, c'est l'isolationnisme. C'est ça leur ADN. Là, la suspension de l'aide militaire, ça fait pas des années, c'est un vrai tournant. Non, je parlais globalement de ce qu'est le Trumpisme. Il y a plein de choses, mais il faut jamais oublier cela dans ce que sont les États-Unis, dans leur histoire. Je pourrais vous prendre le président Wilson, qui avait fait le traité de Versailles en 1919 et qui a fait en sorte de ne pas être ratifié par son propre Parlement au Congrès aux États-Unis. Bon. Donc oui, en fait, ce qui se passe, c'est que la réalité, c'est que c'est la victoire dans les faits de Vladimir Poutine et que sa défaite, les Américains poussent la défaite. Parce que, qu'est-ce qu'on disait jusque-là? Il ne faut pas que les Ukrainiens perdent la guerre. On n'a jamais dit qu'il faut qu'ils gagnent la guerre. C'est peut-être un problème qu'on avait depuis le début. Et l'idée, c'était la question des territoires. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui se passe? Les Russes gagnent leur territoire, puisque la Crimée et le Donbass, de fait, dans l'accord, manifestement de ce qu'on comprend, vont être russes. Mais je le rappelle là aussi à ceux qui ne veulent pas... ils disent « oui, mais il faut arrêter la guerre ». En 1994, il y avait un accord pour faire en sorte que les ogives nucléaires ukrainiens repartent sur le territoire russe et que la Russie garantissait les frontières. Vous avez vu ce que ça a donné? Il y a eu 2014, première guerre, la deuxième guerre. Donc la mécanique de monsieur Poutine depuis 1999 qui est au pouvoir, c'est qu'il ne fait que la guerre, monsieur Poutine. Il l'a fait dans le Caucase, il l'a fait en Syrie, il l'a fait en Ukraine. Et à chaque fois, de temps en temps, il fait des pauses diplomatiques pour refaire son stock d'armes, puis il repart au combat. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et donc aujourd'hui, les États-Unis vont arrêter leur aide, manifestement. Et donc on sait bien qu'il y a une obligation aujourd'hui à faire un accord de paix. Tout le monde dira c'est un accord de paix. Mais dans les faits, c'est une défaite, moi je pense. En tout cas, si on est honnête, c'est une défaite en fait aujourd'hui. On cède finalement à Poutine. Donc la question d'autant plus importante, c'est quels sont les éléments de sécurité qu'on donne. Parce que sinon, il faut qu'on soit réaliste, s'ils ne sont pas à la hauteur, les engagements de sécurité pour l'Ukraine, qui va rester à peu près 80% de ce qu'était l'Ukraine avant la guerre, eh ben il y aura une nouvelle guerre. Oui, Poutine refera la guerre, ou son successeur, ils referont la guerre. Parce que là aussi, ils sont dans une logique de reconstruction d'un empire. Il y a eu des divergences hier lors du débat à l'Assemblée nationale. Alors, il y a eu un soutien à l'Ukraine qui a été affiché, mais des divergences sur la stratégie à suivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec les positions d'Emmanuel Macron? Mais d'ailleurs, à l'Assemblée, si je peux me permettre, il y a d'abord maintenant des nouveaux convertis. Parce que je rappelle que l'extrême droite et la France insoumise, quand il fallait voter des mesures pour l'Ukraine ces dernières années, tant au Parlement français, Assemblée, Sénat ou au Parlement européen, ils ne venaient pas voter. Donc maintenant que finalement leur banquier, pour l'extrême droite, on dit jamais mal de son banquier, leur banquier Poutine va gagner et leur modèle Trump de l'autre côté, ils veulent la paix puisqu'ils savent que c'est finalement Poutine qui gagne cette paix-là. Bon, donc ces gens-là, ils versent des larmes de crocodile. Bon, ce sont des menteurs, voilà. Donc, moi, je trouve que l'idée, c'est que moi, j'ai toujours défendu, alors là, je parle à titre personnel, le fait de la présence de troupes au sol le moment venu. Donc, moi, je suis... Après un cessez-le-feu? Oui. Pour assurer la paix? Bien sûr, je l'ai toujours dit. À un moment donné, vous ne pouvez pas être une grande puissance. Et pas des troupes combattantes? Des troupes pour assurer la paix après un cessez-le-feu? Non, moi, j'ai toujours dit que des troupes au sol, le moment venu, il le faudrait. Donc, moi, sur la position du président de la République aujourd'hui, oui, je suis en accord avec celle qui est portée. Mais il faut aller plus loin. Je dis au président de la République, oui, sur le principe. Après, il faut aller plus loin parce que l'économie de guerre, vous allez entendre tout à l'heure, après moi, un autre invité. Ça fait 3 ans qu'on nous en parle. Et ce n'est pas vrai. Donc là aussi, il faut sortir des mots, MOTS, pour passer aux actions. Et donc moi, je serai toujours là avec mon groupe pour effectivement soutenir les actions qui confortent la sécurité de la France et de l'Europe. Parce que sans sécurité, le modèle social, etc., tout ça disparaîtra. On va écouter Gabriel Attal hier lors de ce débat à l'Assemblée, l'ancien Premier ministre, maintenant président du groupe des députés macronistes. Il appelle à être plus dur avec les avoirs russes et à accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je crois que nous devons reconsidérer notre position, la position de la France, sur les avoirs russes gelés. Je comprends bien les préventions de certains et je les ai moi-même partagées. Mais la situation a changé. La menace a franchi un nouveau palier. Avant d'envisager de faire payer les Français et les Européens, utilisons ces près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour aider l'Ukraine. Et dans le même temps, accélérons le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, il y a 2 choses dans ce que dit Gabriel Attal. D'abord, est-ce qu'il faut utiliser les avoirs russes gelés?
On l'a toujours dit. Le problème, c'est que ces gains ne sont pas suffisamment utilisés. Après, je ne partage pas sa phrase totalement. Parce qu'il dit, il faut ça plutôt, les avoirs russes, plutôt que l'argent des Français européens. Là aussi, il ne faut pas mentir aux Français. Il faudra les deux. Il faut arrêter ce discours. Je vous parlais au début de l'émission de la prise de conscience. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut dire aux Français que défendre l'Ukraine, c'est défendre la France. Que défendre l'Europe, c'est défendre la France. Et que défendre la France, ça veut dire plus de moyens financiers, plus de matériel, une industrie de défense qui soit en capacité de produire plus au bon moment avec la recherche-développement. C'est ça qui nous est posé comme question. Il faut arrêter de dire on va prendre 300 millions, quelques milliards aux Russes, et puis ça fera l'affaire. Ce n'est pas vrai. Tout le monde connaît le prix du matériel. Tout le monde sait très bien que quand vous lancez un programme, par exemple de sous-marins, c'est des années pour le faire y réfléchir, recherche-développement, le produire. Ensuite, il va être en activité. Il a duré avant qu'il s'arrête. C'est des dizaines d'années dont on parle. Donc, arrêtons de faire croire aux Français que, hop, on va faire ça, on va prendre un peu d'argent là et ça va régler le problème. Moi, je pourrais vous dire ça ce matin, mais je crois qu'il faut un moment preuve de lucidité. En fait, on a changé de monde. Donc, il faut aussi que nous-mêmes, les hommes et les femmes politiques, on change nos discours, on dise la vérité aux Français sur cette question qui est gravissime. Et est-ce qu'il faut accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Gabriel Attal, il parle d'une échéance de 2 ans. On peut. On a voté, donc moi, je n'ai pas de souci. Mais il faut que l'Ukraine rentre aussi dans un processus, comme tous les autres pays. Je veux dire, vous avez les normes, etc., etc. Oui, il faudra. On va parler de la dissuasion nucléaire. Ça faisait aussi partie des sujets de débat et de divergence hier. Pour ça, on va retrouver Jefferson Desports. Bonjour Jefferson, merci d'être avec nous. Grand reporter au journal Sud-Ouest, spécialiste des questions de défense. Et une question s'est posée, on l'a vu hier dans le débat, faut-il étendre la protection nucléaire française à nos alliés européens ? Oui, bonjour Oriane, bonjour Rachid Temal. Oui, cette question revient dans le débat. Si on reste sur le sujet ukrainien, est-ce que vous partagez la proposition d'Emmanuel Macron de réfléchir à un parapluie nucléaire européen, c'est-à-dire sous clé française et britannique, les deux pays dotés sur le continent? Alors, il faut dire aussi, merci pour la question, à vos téléspectateurs, qu'on ne peut pas résumer le débat sur dissuasion ou pas dissuasion. Parce que, je veux dire, là aussi... il faut, je l'ai dit, il y a de la guerre hybride, je l'ai dit, il y a des armes conventionnelles, et la question de la formation aussi des troupes se pose, et puis il y a la dissuasion. Là aussi, j'entends le mot partage. Personne ne veut partager. Et moi, je suis totalement opposé à tout partage. Comme le disait François Mitterrand, la dissuasion nucléaire, c'est une matière inerte, et c'est la détermination d'un homme qui la rend plausible. Et donc, comme le général de Gaulle, comme François Mitterrand, je suis partisan de la dissuasion nucléaire, mais on ne règle pas tout avec la dissuasion nucléaire, parce que tout ce qui est en dessous, il faut régler. Bon, mais sur la dissuasion, donc là-dessus, moi je suis pour qu'on continue, bien évidemment, ça doit être de l'élaboration jusqu'à l'utilisation, en passant par la production, les vecteurs, etc., ça n'est que français, et c'est une décision de la France seule. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, certains découvrent que les intérêts vitaux de la France sont aussi européens. La belle affaire. De Gaulle l'avait dit, Mitterrand, François Hollande, Emmanuel Macron. La belle affaire, c'est vrai. Bon, donc ça, il n'y a pas. Mais on ne va pas expliquer exactement nos intérêts vitaux, parce que comme on est face à des opposants militaires, on ne va pas expliquer ce qu'on va faire. Bon, donc on reste dans l'ambiguïté stratégique. Et c'est normal. Je veux dire, si vous donnez la notice à le mec d'en face, c'est compliqué de mener une guerre, bon, ou de se défendre. Bon, donc voilà. À partir de là, la réalité aujourd'hui, il faut dire aux Français ce que c'est. C'est que tous les Européens, eux, ont le parapluie américain. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on oublie de le dire. Il y a l'OTAN. Alors je sais bien que certains disent, hop, l'OTAN, on jette par le dessus bord. Ce n'est pas vrai. Ça ne se fera pas. Là aussi, ne mentons pas aux Français. Parce que dans l'OTAN, il y a au moins plusieurs éléments qui sont majeurs. Je vais en prendre un seul, parce que le temps nous est compté. L'article 5. Et la France en a besoin également. Savoir que demain un État attaqué, on vient tous se défendre. La France également en a besoin. Bon, je vous rappelle que notre prochain sous-marin, porte-avions, les catapultes, on les achètera aux États-Unis. Donc on peut commencer par dire on ne fait plus avec les États-Unis. Ce n'est pas sérieux. Donc il y a l'OTAN. Et puis il y a un autre élément, c'est qu'il y avait les ogives nucléaires américaines qui sont, je rappelle, basées sur plusieurs États. Et c'est pour ça que notamment ces États-là achètent des F-35 pour porter les bombes. Donc, si je reviens à notre exercice, moi je crois que certains États peuvent être plus volontaristes que d'autres et avancer. La France, bien évidemment. Le Royaume-Uni, parce que ce sont 2 nations dotées. Les Allemands, qui ont changé de position stratégique. Les Polonais, peut-être d'autres. Je pense qu'il faut assumer qu'il y a un premier embryon qui avance sur ces questions-là. Ce n'est pas un partage, je l'ai dit. C'est la question qui va nous être posée, c'est est-ce qu'on dépose sur un certain nombre de territoires des ogives, ça veut dire de la production, etc., etc. Et voilà. Mais ça veut dire également qu'il faut que les vecteurs, aujourd'hui nous avons 2, soit océaniques,
soit les avions, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent les porter. Aujourd'hui, ça ne marchera pas avec un F-35. Vous voyez, donc c'est pour ça que tout ce débat-là, c'est pas Yaka Faucon. Ça veut dire qu'il faut aussi que nos avions soient disposés, etc., etc. Et je le dis, d'ailleurs. Aujourd'hui, ouais, Jefferson a une autre question. Ah, pardon. Je rebondis sur ce que vous disiez, Rachid Temal, parce que vous avez évoqué le cas de l'Allemagne. Effectivement, le futur chancelier allemand Friedrich Merz s'est déjà dit prêt à placer l'Allemagne sous un parapluie nucléaire européen, ce qui est une vraie rupture majeure et historique à la lueur du transatlantisme allemand. Est-ce que ça change tout dans la perspective d'une réflexion? Est-ce que vous disiez, certes, il y a des ogives nucléaires américaines en Allemagne, il faudrait revoir ce processus-là et le superposer à l'OTAN, mais néanmoins, cette prise de position, en tout cas, cette attente de l'Allemagne, ça pourrait changer la donne. Est-ce que c'est ce que vous pensez? C'est une évolution stratégique, effectivement, qui change radicalement la situation. Et je le dis, c'est pour ça que moi je plaide pour qu'il y ait un noyau d'États volontaires et volontaristes pour avancer. Ça n'avancera pas à 27. Là aussi, soyons honnêtes, il y a des pays qui, pour des tas de raisons, et je ne leur jette pas la pierre, je mets de côté la Hongrie, qui lui est affilié directement à Poutine. Il y a d'autres pays qui, pour des raisons historiques, etc., ont un rapport à la dissuasion nucléaire américaine, à la protection américaine, qui n'est pas le même que celle de la France. Donc, mais ceux qui sont volontaristes, et moi je pense, je vous en ai cité 4, France, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, ceux-là et d'autres s'y souhaitent, travaillons ensemble. Mais là aussi, il faut que l'extrême droite et l'extrême droite de notre pays arrêtent de mentir. Personne ne parle de partage. C'est la dissuasion nucléaire française. La question, c'est l'élargissement potentiel de notre parapluie à d'autres territoires européens. Merci Jefferson. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de Sud-Ouest, tout autre sujet. Frais de notaire, allez-vous payer plus? C'est la question à la une de votre journal. Merci Jefferson. Et on suivra bien évidemment en direct sur notre antenne à 16h30 le débat sur l'Ukraine au Sénat. Juste après, il y a un autre débat qui va avoir lieu dans l'hémicycle. Celui sur les accords de 68, des accords que François Bayrou veut remettre en cause alors que les tensions sont vives avec l'Algérie. Vous êtes le président du groupe d'amitié France-Algérie ici au Sénat, Rachid Temal. On va faire le point sur ce sujet avec Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Oriane, bonjour Rachid Temal. Bonjour. Et Alex, le Sénat qui organise donc ce soir un débat sur les accords migratoires de 68 entre la France et l'Algérie qui sont au cœur des tensions actuelles entre les deux pays. De quoi s'agit-il? Alors ces accords, ils ont été négociés à 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie et ils facilitent l'installation des ressortissants algériens en France. Concrètement, un Algérien n'a pas besoin de visa pour un séjour de plus de 3 mois en France. Un certificat de résidence suffit. Il peut aussi obtenir un titre de séjour de 10 ans s'il a résidé en France 3 ans, alors qu'il faut 5 années nécessaires de résidence pour les autres nationalités. Et puis, le regroupement familial est également facilité. Et un ressortissant algérien peut ouvrir une activité de commerce ou de travail indépendant sans avoir à justifier la viabilité de son affaire. Alors, on est actuellement, on en parle beaucoup, dans une crise diplomatique très forte entre la France et l'Algérie. Et dans ce contexte, Alger refuse de récupérer les ressortissants algériens que la France souhaite expulser de son territoire. Et donc, le Premier ministre se dit prêt à dénoncer ces accords de 1968. On l'écoute. Nous ne pouvons pas accepter que la situation perdure de ce point de vue-là. Je le dis sans volonté de faire de l'escalade. Je le dis sans volonté de faire de la surenchère. Simplement, il est de la responsabilité du gouvernement français de dire que les refus de réadmission sont une atteinte directe aux accords que nous avons avec les autorités algériennes et que nous ne l'accepterons pas. François Bayrou qui est prêt à dénoncer ces accords de 1968 et qui a été recadré par le président de la République Emmanuel Macron. On va le citer, c'est d'ailleurs ce qui est une intervention aujourd'hui dans le journal Le Figaro. Chacun est dans ses compétences. L'accord de 1968, c'est le président de la République et ce qu'on a acté avec le président Tebboune en 2022, le président Tebboune, le président algérien, c'est la modernisation de cet accord. Je suis totalement favorable, non pas à le dénoncer, mais à le renégocier. Une réponse d'Emmanuel Macron, également vis-à-vis de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui pousse au sein du gouvernement pour avoir une réponse plus ferme vis-à-vis de l'Algérie avec la nécessité d'un bras de fer. On l'écoute. Un mot justement de l'enjeu de ce bras de fer. C'est pas un caprice du ministre de l'Intérieur. Simplement, c'est une question de sécurité. Moi, ma mission, elle est de protéger les Français.
Et je ne veux pas que ce qui s'est produit à Mulhouse se reproduise demain. Pourquoi? Parce qu'à Mulhouse, un terroriste a tué un homme qui était un ressortissant portugais. Il aurait dû être en Algérie. Nous l'avions présenté à de multiples reprises aux Algériens qui l'avaient refusé. Voilà, et ce soir, dans le débat au Sénat, la droite sénatoriale devrait être sur la ligne de fermeté de Bruno Retailleau, qui, on le précise d'ailleurs, est l'ancien président du groupe LR au Sénat. Rachid Temal, pour répondre à Bruno Retailleau, si on manque de fermeté face à l'Algérie pour forcer ce pays à récupérer ses ressortissants, notamment ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont certains sont dangereux, est-ce qu'on met en danger la France ? Alors, posé comme ça fait peur. Moi-même, je suis inquiet. Mais la réalité est un peu plus différente que cela. D'abord, si je puis me permettre, l'accord de 68, il ne vient pas libéraliser, il vient durcir. Parce que, là aussi, en 62, ce qu'on appelle les accords d'Évian, qui mettent fin aux 7 années de guerre d'Algérie et aux 132 ans de colonisation. Qu'est-ce que dit cet accord-là? Il est plus libéral. Et donc, l'accord de 68 vient resserrer. Donc, quand on dit qu'il facilite, c'est pas vrai. Et donc, l'accord d'Évian, je rappelle, était d'ailleurs adopté par référendum en France. Bon. Donc l'accord de 68... Et aujourd'hui, il facilite par rapport au droit commun. Mais non. Non, mais je veux dire, moi, je veux bien qu'on invente. La réalité, c'est factuel, c'est que ça a resserré. Bon. D'ailleurs, vous dites 3 mois, on vient s'installer sans visa. Je vous invite à aller en Algérie. Les Algériens qui veulent venir, ils font tous la queue pour avoir des visas. Hein. Moi, je ne sais pas qui vient sans visa. Hein. Moi, j'aimerais bien leur voir ce modèle-là. Donc, dans la réalité, quant aux OQTF qu'on renvoie, la France, comme tout État, a le droit de choisir qui rentre et qui sort de son territoire. Là-dessus, je serai toujours d'accord, c'est ma position historique, donc je ne la change pas. Mais la réalité, c'est qu'on renvoie des gens, et des gens sont pris. Pas suffisamment, mais il ne faut pas dire qu'il n'y en a aucun. Puisqu'aujourd'hui, les taux, c'est près de 50%, etc. Et d'ailleurs, M. Darmanin, qui a précédé M. Retailleau, faisait des renvois en Algérie. Bon, donc ça, il faut dire les choses clairement. Sur le débat de ce soir, c'est un débat à la demande des LR. Alors, je sais qu'il y a un congrès des LR et tout ça. Bon, moi, je ne suis pas candidat à la présidence des LR. Bon, donc j'ai peut-être une facilité d'expression plus simple. Ensuite, la question que vous posez, parce que c'est un petit bout de la lorgnette, et la question, c'est le rapport entre la France et l'Algérie. Moi, je pense qu'il faut des rapports dans le droit fil de l'accord de 2022. Je pense qu'il faut cela. Mais il faut regarder toute la problématique des rapports avec l'Algérie. Qu'est-ce qu'on dit sur le renseignement que nous partageons ? Qu'est-ce qu'on dit sur le fait que nous vendons 5 milliards d'euros chaque année à l'Algérie et nous avons des centaines d'entreprises positionnées en Algérie qui font leur business, etc. C'est tout ça le débat. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette crise. Et donc, je suis très heureux que le président République ait repris la main. Moi, j'en appelle depuis des semaines au président République en disant il faut revenir à l'accord de 2022. L'accord de partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie. C'est ça qu'il faut retrouver. Et là aussi, parce que ce qui s'est passé à Mulhouse, mais on ne va pas faire une loi après chaque événement. Je rappelle que la demande de réviser l'accord 68, il est d'ailleurs antérieur à l'attentat. Bon. Et que le vrai sujet, on le connaît, c'est la crise à démarrer sur le changement de position sur le Sahara occidental. Donc il faut dire toute la vérité aux Français. Donc moi, je suis pour que la France défende ses intérêts, défende la sécurité des Français, mais avec une réelle politique également globale. Mais quand même, Rachid Temal, il y a quand même des problèmes dans cette relation avec l'Algérie. Quand on voit le cas de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien qui est détenu de manière injuste, et quand on voit ces personnes, par exemple des influenceurs algériens qui diffusent la haine de la France, que la France veut expulser, que l'Algérie refuse. Est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de fermeté? Est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de fermeté face à l'Algérie? Les preuves de fermeté, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Il y a une différence, oui, il y a une différence. Quand vous poussez le bouchon jusqu'au bout, c'est quoi la prochaine étape? Mais c'est quoi pousser le bouchon jusqu'au bout? Est-ce que par exemple, reconnaître la marocanité du Sahara occidental, c'était une erreur pour vous? Quand par exemple, M. Bayrou dit, ben voilà, il le dit lui-même, on voit qu'il est gêné dans cette conférence de presse, quand même assez particulière, chacun le reconnaît. D'ailleurs, dans la même conférence de presse, on parle du problème avec la Britannique, il n'y a pas dans 6 semaines, on dénonce l'accord. Je le rappelle au passage, quand même, on voit bien. Donc, moi, je dis simplement, ce jour-là, il dit, oui, alors, on donne 6 semaines, et puis dans 6 semaines, mais je veux pas aller plus loin. Ben si, faut choisir. Bon. Et d'ailleurs, le président public est obligé de sonner la fin de la récréation. Il sonne la fin de la récréation. Donc, moi, je dis simplement qu'il faut, aux Algériens, il y a une crise entre les deux pays. Il faut que la France, c'est un État souverain, dise les choses, fasse les choses, on défende nos intérêts. Bien évidemment. Mais dans une logique où on maintient une relation diplomatique. Parce que la France dit les choses actuellement, mais pour l'instant, Alger ne bouge pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Non, mais attendez. D'abord, moi je le redis, M. Darmanin avait su, lui, trouver un accord. Je ne sais pas, M. Darmanin, a su trouver un accord sur le fait qu'on renvoyait les Algériens, en tout cas qu'on amplifiait et la reprise par Alger.
Il faut peut-être demander comment il a fait lui, parce que manifestement, ça ne marcherait moins bien. Il faut envoyer des gestes à l'Algérie? Je ne vais pas envoyer des gestes, il faut avoir des discussions. Il faut sur parler. Le Sahara occidental, Rachid Temal, est-ce que c'était une erreur de reconnaître la marocanité du Sahara occidental? Non, c'est pas à moi d'avoir cet avis-là. Ce que j'ai simplement dit à l'époque, c'est que le président de la République n'a pas décidé seul, sans Parlement, sans personne, de changer la politique diplomatique historique de la France. Et je le redis comme ça. Là, Gérard Larcher, il est allé au Sahara occidental. Il a dit exactement la même chose. Mais encore une fois, chacun a le droit. Moi, j'ai pas de jugement à voir. Je dis simplement que je crois que là aussi, ne tombons pas dans le piège. La France peut être et doit être amie aussi bien avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Donc, sur la fermeté, c'est effectivement d'envoyer des missions diplomatiques. Ça s'appelle la diplomatie. Et faisons cela. Envoyons le ministre, par exemple, des Relations extérieures, qu'on entend assez peu sur le dossier, pour essayer de négocier des choses. Mais je veux dire, en disant très clairement, nous là-dessus, on ne bougera pas. Nous demandons la libération de Boualem Sansal. Nous demandons la reprise, etc. On peut le faire. Mais il faut entendre que ça marche des deux côtés. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nos agriculteurs qui ne vendent plus de blé ou de bovins en Algérie, il faut aussi l'entendre. Parce que dans votre présentation du débat, il faut avoir tout cela dans la besace. Merci beaucoup. Merci Rachid Temal d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. À tout à l'heure, Alex. À tout à l'heure, on continuera à parler de l'Ukraine. Et on va en parler tout de suite avec notre prochain invité, l'ancien ministre de l'économie, Antoine Armand, nous rejoint.